Épisode numéro 73 du podcast de Passion MLB. Bonjour à tous. Merci d'être à l'écoute pour ceux qui viennent nous écouter en live sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube pour cet épisode spécial de la date limite des transactions. Évidemment, comme vous le savez, normalement, c'est le mercredi 20h qu'on est en direct sur les réseaux sociaux pour prendre vos questions. Cette semaine, Sébastien et moi, on a décidé d'y aller avec un épisode spécial date limite des transactions. Sébastien, comment vas-tu? Ça va très bien. Grosse semaine, hein? Grosse semaine, grosse semaine. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé de faire une semaine spéciale à 2 épisodes avec évidemment le podcast Compte complet, Mark Griffin et Alain Usereau que vous connaissez très bien, qu'on voit évidemment souvent au baseball à RDS. Alain, comment as-tu aimé ta semaine de date limite des transactions? Ça a été plus occupé qu'au cours des 2 dernières années. Beaucoup d'équipes avaient bougé avant, même au mois de juin. Donc, avec ce qui s'en venait, puis on en avait parlé avec Marc, moi, je n'ai pas été surpris là, de la frénésie qui a entouré le 31, là, parce qu'il ne s'était pas fait grand-chose auparavant. Donc, chacun était chez garde en train de tester le marché. Puis finalement, regarde, ça a bougé, puis on pourra en discuter, là, mais c'était la guerre au bras au cours de cette journée du 31. Définitivement. La guerre au bras, c'est très, très, très bien dit. Et il y a Mark Griffin aussi qui est avec nous. Marc, comment vas-tu? Ouais, ça va très bien. Écoute, et pour renchérir sur ce qu'Alain a dit, si vous pensez maintenant que c'est pas important d'avoir un trio de releveurs, là, je pense que vous n'avez pas compris, là, parce que tout le monde s'est équipé solide de ce côté-là. Dans une ère où les lanceurs partants ont de moins en moins d'importance, en saison régulière, c'est encore plus vrai en série. Les gérants veulent compter sur des bonnes relèves et je pense qu'il y a quelques directeurs gérants, justement, comme vous l'avez dit, messieurs, qui l'ont très bien compris. Si vous le permettez, on va commencer avec le bloc sur les Blue Jays. On va aller voir ce que les Jays de Toronto ont fait dans les derniers jours. Okay. Oh, est-ce que la vidéo a fonctionné? Je pense qu'on a un petit bug. Attendez-moi. Okay. Blue Jays. Alain, je veux qu'on commence avec toi. Quelques acquisitions qui ont été faites du côté des Blue Jays de Toronto, dont 2 en relève. C'est Anthony Dominguez qu'on a connu avec les Phillies, qu'on a connu avec les Orioles l'année dernière, qui a été acquis en plein milieu d'un programme double mardi du côté de Baltimore, et Louis Varland qui arrive du Minnesota, un des nombreux joueurs qui a quitté les Twins. Écoute, on parlait justement de la relève et des équipes qui se sont construites des gros enclos. Est-ce que, selon toi, ces 2 acquisitions-là, avec le retour potentiel de Yimi Garcia, qui est sur les lignes de côté plus souvent qu'autrement, plus souvent qu'à son tour cette année, est-ce que pour toi, ça va être suffisant pour que les Blue Jays puissent se dire on a un personnel de releveur qui est à la hauteur pour les séries? Oh, c'est drôle. Je reliais le destin des Blue Jays à celui d'Aaron Judge. Moi, je ne peux pas dissocier. Si Judge revient, les Yankees vont passer devant les Blue Jays. Moi, s'il revient tôt. Les Blue Jays, moi, j'adore l'acquisition de Dominguez. C'est un gars qui a du vécu en série. C'est exactement ce qu'ils ont obtenu. La première impression est très bonne. Ça, je pense qu'il faut quand même le souligner. Varland, c'est un bon bras. C'est un peu dommage pour les Twins parce que c'est un gars local dans le cas de Varland. Donc, c'est un gars du coin. Je suis sûr que ça a dû faire mal aux Blue Jays de Toronto. Et dans le cas de Ty France, c'est un peu perplexe. Il vient ajouter quoi aux Blue Jays de Toronto? La seule chose que je peux voir, c'est qu'on s'est dit, c'est vrai qu'on ne fera pas beaucoup de coups de circuit, puis Friends va peut-être nous en donner, mais ça fait 2 ans que Friends ne produit pas beaucoup à l'attaque. Donc, moi, je ne suis pas certain de ce qu'il va amener, sinon une menace supplémentaire. Mais je ne trouve pas que c'est une très, très grosse acquisition pour aider sur le long terme les Blue Jays de Toronto, qui, je pense, un peu à l'image des Phillies de Philadelphie, on pourra en parler tantôt, mais vont se fier sur des retours de joueurs qui ne sont pas avec la formation. Je pense de Varsho, Jiménez, et bon, c'est Anthony, pas Anthony Dominguez, mais Santander. Bon, Santander. Et pour Bieber, je veux juste ajouter une chose. Les Blue Jays avaient peut-être des informations privilégiées. Pourquoi? Parce que, regarde, on le sait tous, là, il y a beaucoup d'anciens de Cleveland qui se ramassent avec Toronto, c'est pas pour rien. Là. Donc, on sait quel genre de gars on a acquis.
On sait où il est probablement dans sa réhabilitation, plus peut-être même que les Guardians eux autres mêmes. Donc, si on a acquis Shane Bieber, j'ai comme l'impression, c'est parce qu'on a l'impression qu'il est capable d'aider vraiment cette équipe-là. Mais c'est ça. Dans les acquisitions hautes, Varland est un bon bras. Dominguez, j'aime beaucoup. France, pas sûr. C'est vrai que la question de France était spéciale. On se doutait que quelque chose s'en venait, Marc, quand on a vu Will Wagner qui a été échangé. Visiblement, on a cherché peut-être à équilibrer les frappeurs droitiers, les frappeurs gauchers. Moi, ce qui m'a surpris, Marc, de cette acquisition-là, c'est que les Blue Jays veulent beaucoup des joueurs qui sont polyvalents sur le terrain, qui peuvent se déplacer. C'est flagrant quand tu vois les Blue Jays qui affrontent les Yankees, par exemple, à quel point les Yankees sont pris dans leur position, là un petit peu moins depuis les ajouts, mais les Blue Jays, tout le monde peut jouer partout. Et là, tu vas te chercher un backup au premier coussin dont les meilleures années sont derrière lui. Moi aussi, ça m'a étonné dans cette optique-là. Oui, puis je pense que, tu sais, il ne faut pas mettre trop d'emphase sur lui, tu sais, dans le sens que est-ce qu'il fallait le prendre dans la transaction? Tu sais, des fois, je me suis posé la question, là, tu sais, est-ce que on s'est dit, là, prenez-le, lui, pour avoir Garland? Parce que Garland, moi, je trouve que ça peut être le joueur surprise un peu. Tu sais, on parle de Dominguez, puis c'est pour cause qui vient appuyer Hoffman, entre autres choses. Mais Varland, moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, évidemment. Écoute, il n'est pas vieux, là, donc c'est une très bonne acquisition. Je suis d'accord avec Alain aussi dans le cas de Shane Bieber. Lui, c'est un gars que j'aimais beaucoup avant qu'il se blesse. C'est un gars de précision. C'est un gars qui est très intelligent sur le monticule. Je pense que c'est un bon pari du côté des Blue Jays. La seule chose du côté de Toronto, c'est qu'on se fie quand même à beaucoup de jeunes. J'espère juste qu'on ne craquera pas rendu dans les fin du mois d'août, début du mois de juillet. Est-ce que Barger peut continuer à produire? Est-ce que c'est là que d'amener une coupe un vétéran, ça peut peut-être venir stabiliser? Parce que il y a beaucoup de questions quand même. Est-ce que Ernie Clement peut garder le même rythme? Est-ce que des Lucas, Nathan Lucas, ça peut garder le même rythme? Est-ce qu'on est capable de faire ça? La question est quand même importante, mais je pense que les Blue Jays sont quand même équipés. C'est une meilleure équipe. Puis ça, c'est souvent la question que tu dois poser. Est-ce qu'on est une meilleure équipe? Si tu regardes l'équipe au 1er juillet, par exemple, et au 1er août, la réponse est oui. Tu as raison, parce que dans les faits, il y avait quelques besoins. Les besoins qui revenaient souvent, c'est d'aller chercher au moins un, peut-être deux releveurs qui allaient amener de la vélocité dans l'enclos, ça a été fait. D'aller chercher de la profondeur dans la rotation, ça a été fait. D'améliorer le banc un petit peu pour les gars qui sont capables de frapper contre des gauchers, ça a été fait aussi, parce que Ty France, c'est probablement juste contre des gauchers qu'on va le faire frapper. Et Sébastien, la clé dans cette histoire-là, c'est probablement Shane Bieber aussi, parce que le spectre est large dans son cas. Il existe un monde où il n'est pas du tout sur l'alignement des séries. Il existe un monde aussi où il lance le match numéro 2 des séries. Ça va vraiment dépendre de son retour. C'est un ancien gagnant du Cy Young. Les Blue Jays qui ont lui et Alek Manoah, qui a déjà été finaliste pour le Cy Young, deux gars qui vont revenir de Tommy John et qui sont deux bons points d'interrogation en ce moment quand même, le Sébastien. Oui, deux très gros points d'interrogation. Puis c'est là que ça va jouer probablement parce que on le savait qu'on avait un besoin dans la rotation. On l'a adressé d'une certaine façon, mais on n'a aucune idée de comment ça va se terminer. Autant dans le cas de Bieber que dans le cas de Manoah. Donc, on a pris un risque parce que nos trois premiers lanceurs, notre trio de tête dans la rotation, on leur en a demandé beaucoup depuis le début de l'année. Puis on va continuer à leur en demander beaucoup parce que on ne sait pas ce qui va se passer. Oui, on a ajouté un petit peu de renfort, mais on ne sait pas quand ce renfort-là va arriver, dans quel état il va arriver. Donc, d'ici là, il va falloir continuer à compter sur notre trio de tête. On a Max Scherzer, mais est-ce qu'il va réussir à terminer la saison en santé? On ne le sait pas. C'est un autre point d'interrogation. Donc, c'est beaucoup de points d'interrogation pour une équipe qui veut gagner cette année. Si tout va bien, mais ça peut fonctionner. Mais on ne le sait pas. Alain, les Blue Jays ont été chercher deux releveurs, mais n'ont pas été chercher de closer en tant que tel. Présentement, le spécialiste de fin de match à Toronto, c'est Jeff Hoffman. Sur une échelle de 1 à 10, tu as un niveau de confiance envers Jeff Hoffman. Ça ressemble à quoi présentement? Parce qu'on sait qu'il y a eu des hauts. Il y a eu des moments où il était 10, mais il y a eu des moments où il était plus 3-4 aussi. Là. C'est la première année qu'il est releveur numéro 1. On dit souvent que ce poste-là demande
que tu sois très solide entre les deux oreilles, puis Hoffman est en train de le découvrir. Là, ça peut être très grisant lorsque tu fais le travail, mais drôlement démolarisant quand les caméras sont sur lui. Il a de l'étoffe. Moi, je te dirais, présentement, niveau de confiance à son endroit, je mettrais ça à 6-7. Je n'irai pas à l'extrême limite en haut. On a de très bons bras. Est-ce que les rôles vont changer en cours de saison? C'est pas impossible. Hein? J'ai vu des équipes de série mondiale. Moi, l'exemple le plus flagrant, c'est peut-être 2011, les Cards de Saint-Louis. Je me demandais qui était pour fermer les matchs. Puis on est arrivé avec nos trois gros en même temps. Là, je ne sais pas si c'était Jason Mott, là, puis Lance Lynn, puis le troisième, je ne me souviens plus du nom. Là. Mais il était trois assez corpulents. Puis ces gars-là qui ont fait le travail en fin de match, c'était Salas, je pense, qui avait été le releveur numéro 1 pendant toute la saison. Donc, c'est pas une exception là, de voir des rôles changer. C'est juste que là, les Blue Jays ont peut-être moins d'outils connus dans ce sens-là. Surtout, les Yankees sont assez ont bougé pas mal à cet effet-là. Mais c'est ça. Jusqu'à maintenant, ils ont fait le travail. Moi, j'adore ce que Fisher est en train de faire. Est-ce que ce gars-là va pouvoir avoir plus de responsabilités, voire la 9e manche, si jamais Hoffman continue d'avoir des sautes de performance comme on a vu en première moitié? On verra. Il y a des bons bras en relève. Puis Marc parlait du fait que c'était des recrues, mais les gars semblent se tenir. Ouais. Les gars semblent se tenir. Donc, il semble avoir une bonne atmosphère de ce côté-là. Il reste encore 2 mois, mais tu sais, les gars, il ne faut pas qu'ils oublient une chose, c'est que oui, c'est un métier de baseball, mais là, il faut avoir du plaisir. Puis les gars ont l'air d'en avoir du plaisir et avoir du fun quand ils jouent. Je pense que c'est là où ça va se jouer là, dans la tête sur tous ces jeunes-là. Tu vois, tu fais bien de mentionner que les rôles peuvent changer. On dirait que moi, si je suis John Schneider, j'évalue la possibilité d'ici la fin de la saison de voir ce que Yariel Rodriguez a dans le bras dans une 9e manche, dans une situation de sauvetage. Au cas où, des fois aussi, ton lanceur de confiance n'est pas disponible pour une certaine soirée, mais juste pour être sûr, les Blue Jays ont l'air quand même de croire en lui. Il s'est trouvé un bon rôle dans l'enclos. Marc, on parlait un petit peu là, de la rivalité entre les Jays et les Yankees. Tantôt, il y a Benoît qui veut savoir ici. Les Yankees, pour moi, ont bouché tous les trous qu'ils avaient. Je ne pense pas que les Jays vont garder leur avance. Si on se projette dans ta boule de cristal, est-ce que les Blue Jays sont en mesure de conserver leur avance d'ici la fin de la saison dans la division? Ou, un peu comme Alain, tu penses que ça dépend d'Aaron Judge? Ou... Bon, écoute, c'est sûr, ça va dépendre d'un paquet de choses. Ça ne sera pas facile de garder cette avance-là. C'est vrai que les Yankees ont fait quand même du bon travail. On était chercher un certain nombre de joueurs. Ça a été l'effet de Devin Williams, hein, parce que Williams, on parle de Hoffman, mais on pourrait parler de Devin Williams qui en a arraché drôlement. Puis là, ça a créé le fait que là c'est comme, je sais pas si trop c'est comme passé, mais à un moment donné, avec Bednar et toute la gang, ça fait quand même des bras de qualité. Mais les Yankees tournent autour d'Aaron Judge. Et ça, on ne m'enlèvera pas ça de la tête, même si des fois, tu as l'impression que c'est pas mauvais lorsque tu vois Dominguez, Bellinger, les gars sont capables de faire le travail, mais ça tourne autour d'Aaron Judge. Les Yankees ont une meilleure équipe, mais est-ce qu'ils ont la meilleure équipe en ce moment? Je ne suis pas certain, je ne suis pas convaincu. C'est mieux que c'était en défense avec McMahon au 3e. C'est mieux, absolument. On était chercher un autre joueur d'arrêt-court, juste au cas où, à un moment donné, il y a un peu de fatigue. Dans le cas de Volpe, on est capable de mettre un gars là qui va attraper la balle. Donc, c'est une meilleure équipe. Mais est-ce que c'est suffisant pour dire qu'ils vont dépasser facilement les Blue Jays puis prendre une avance de 5-6 matchs? Moi, je ne suis pas rendu là du tout là, dans ça. Et les Blue Jays, selon moi, sont capables de jouer au moins 500 d'ici la fin de l'année et un petit peu plus. Alors, il va falloir que tu joues du très bon baseball du côté des Yankees. Alors, il va être une lutte à finir, messieurs, dans cette division-là. 3 matchs et demi d'écart entre les deux équipes, les Blue Jays en avance. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'avec les 2 grosses séries que les Blue Jays ont gagnées, ils ont le bris d'égalité sur les Yankees. Donc, les Yankees n'ont pas juste 3 matchs et demi de retard, ils ont 4 matchs ou 4 matchs et demi peut-être de retard là, dans les faits sur les Blue Jays. Sébastien, ça fait le tour de ce qu'on a pour les Blue Jays. Allons voir ce qui s'est passé ailleurs dans le baseball majeur au cours de la date.
Allons-y, ligue par ligue, messieurs. J'ai envie qu'on regarde c'est qui qu'on considère les gagnants et les perdants de cette date limite des transactions 2025 dans le baseball majeur. Alain, on va commencer avec toi dans la Ligue américaine. J'aimerais que tu me nommes ton gagnant de la date limite des transactions et pourquoi. Je pense que c'est Seattle. Seattle avait cruellement besoin d'attaque, puis le joueur qui était, oui, convoité, mais si on parle de production en attaque disponible, ben c'est Seattle qui l'a eu avec Eugenio Suarez. On a ajouté Josh Naylor. Ça en fait une formation extrêmement redoutable. Moi, je pensais même qu'il y a un de leurs partants qui était pour être échangé. J'avais même souligné le nom de Emerson Hancock, qui est encore dans l'organisation, donc avec l'absence de Bryce Miller, c'est pas négligeable. Matt Brash est revenu, puis en forme en plus. On a un des meilleurs releveurs de la Ligue. Une chance que Houston a bougé, parce que puis là, Texas joue contre Seattle en fin de semaine. Ça va être une série à suivre. Déjà, bon, on a été blanchi du côté des Rangers dans le premier match. Moi, en tout cas, dans l'Ouest américaine, s'il y a une avance qui n'est pas assurée, c'est celle des Astros de Houston en raison de ce que les Mariners de Seattle ont fait. Et de leurs besoins, ils les ont comblés. Ben, écoute, ils ont fait leur devoir. Puis c'est un retournement spectaculaire. Rappelez-vous, l'année passée, Justin Turner est parti de là, il n'a pas voulu revenir parce qu'on disait il n'y a pas de volonté d'améliorer l'équipe. Non, c'est pas du tout la même chose cette année. Non, le fameux 54% là, du DG qui avait dit qu'il cherchait à gagner 54% de ses matchs sur une période de 10 ans, ben, il va chercher une coupe de points de pourcentage cette année avec ces sélections-là. Ouais. Il a compris que c'était un stade qui favorisait les lanceurs, que c'est difficile de frapper là-bas. Ben, Eugenio Suarez, les circuits qui frappent, c'est des circuits dans à peu près 30 des stades du baseball majeur. Donc ça, c'est pas un problème à ce niveau-là. Marc, de ton côté, les gagnants dans la Ligue américaine sont? Oui, ben c'est ça. Moi aussi, c'était Seattle pour les mêmes raisons qu'Alain. Il ne faut pas oublier que Cal Raleigh connaît une saison remarquable. Puis là, on vient l'appuyer en plus. Ça va motiver probablement Julio Rodriguez. On est une bonne équipe aussi en défense. L'énergie que va amener Josh Naylor. Donc, si on parle d'une équipe qui est un peu plus transformée, c'est sûr que, bon, on peut parler des Yankees, évidemment, qui ont fait un travail remarquable, surtout au niveau de la relève. J'ai pas fait si wow que ça au retour de Carlos Correa avec les Astros de Houston. Même si ça va jouer au troisième, Peña va revenir au jeu. C'est une bonne équipe, là. Mais les meilleures années de Correa sont derrière lui. Ceci étant dit, ça va être une belle lutte entre certainement ces deux équipes-là. Les Tigers ont ajouté du monde un peu, mais pas vraiment d'un impact majeur. Donc, vraiment, Seattle était l'équipe, selon moi, qui s'est équipée là, pour certainement lutter. Il ne faut pas oublier, messieurs, il y a des transactions qui se font pour améliorer notre sort pour faire les séries, pour s'assurer de faire les séries. Mais tu as aussi des transactions qui, là, on va veiller tard en série. Fait que c'est deux choses. Il y a des équipes, comme les Tigers, on va s'assurer de notre première place, mais je ne sais pas si c'est suffisant pour se dire, là, on va traverser la Ligue américaine au complet, alors que je pense que Seattle s'est équipé pour aller jusqu'au bout à ce niveau-là. Oui. Ouais, est-ce que vous permettez, les gars, du côté de Houston, juste pour tantôt, ce qui m'a surpris un peu, c'est qu'on ait échangé un lanceur partant là, qui est dans la rotation pour un complément avec les Marlins. Les Marlins là, sont équipés là, pour l'année prochaine. Là, écoute, il y a quelques bons jeunes. Ryan Gusto qui ne faisait pas du mauvais boulot comme partant avec les Astros de Houston. Je ne sais pas. Moi, cette transaction-là me laisse extrêmement dubitatif quant à l'évaluation qu'on a fait des lanceurs partants. C'est sûr qu'il y en a peut-être qui vont revenir. Là. On a quelques blessés. Mais d'avoir laissé un bras pour un joueur qui est plus un complément, je dis juste que ça me laisse perplexe, cette transaction-là. Ouais, j'ai la même lecture de la situation que toi. Moi, enlever un lanceur à la veille des séries, ça me fait toujours rire. C'est pour ça que je trouvais spécial, par exemple, les rumeurs de Dylan Cease qui n'a pas été échangé. Les Astros qui étaient sur le cas, justement, mais là, on n'a pas réussi à aller chercher Cease, mais tu échanges un autre partant. Ouais. C'est spécial. Puis là, en plus, avec l'acquisition de Correa qui fait dépasser la taxe de luxe et qui n'est pas au cœur de sa meilleure saison en carrière. Là, je comprends que la transition va se faire assez facilement, mais c'est pas le MVP qui était là à son premier séjour à Houston. Donc, non, drôle de période pour les Astros quand même.
Sébastien, de ton côté, est-ce que tu as la même équipe? Est-ce que tu as aussi les Mariners comme gagnants? Ben oui, je vais être. Moi aussi, c'est les Mariners. On a tellement adressé un besoin qui était important. Puis je pense que ça va faire une grosse différence en séries éliminatoires avec la rotation qu'on a. Tu sais, c'est une rotation qui peut battre n'importe qui, n'importe quand. Dans une série de 3 de 5, ça va être très difficile de les sortir. Par la suite, tu sais, on est capable de ramener nos lanceurs assez rapidement. Donc, on va être très, très dur à déloger. Vu qu'on a déjà parlé des Mariners, je vais prêcher pour ma paroisse, pour les Yankees. J'ai aimé ce que Brian Cashman a fait. Souvent, il est critiqué, avec raison parfois, mais d'ajouter autant de releveurs de cette qualité-là. David Bednar, Camilo Doval, qui, oui, a connu des insuccès, mais qui est capable de faire le travail. Je pense que si on se rend loin dans les matchs avec nos lanceurs partants, ça va être terminé ou presque. Là, il va falloir que l'attaque fonctionne. C'est pour ça qu'on a ajouté des gars comme Ryan McMahon pour stabiliser la défensive, puis qui est capable aussi d'ajouter de la profondeur dans le rôle offensif. Donc, on n'a pas nécessairement payé très cher, je trouve, comparé à certaines autres formations. Seulement 2 espoirs du top 10. Fait que j'ai vraiment l'impression que les Yankees s'en sont bien sortis dans cette date limite des transactions-là. Maintenant, il faut que ça se répercute sur le terrain. Les Yankees ont comblé leurs besoins, puis c'est ce qui est important de faire aussi du côté de New York. Là, j'aime les équipes qui font ça. Les Mariners l'ont fait, vous l'avez mentionné, il y avait des besoins du côté de l'attaque. Même les Rangers qui ont ajouté quand même certains éléments. Je ne sais pas si on a ce qu'il faut pour se rendre très, très loin, mais au moins, on a essayé du côté du Texas. On a ajouté un partenaire, Merrill Kelly, etc. Mais oui, moi aussi, je n'aurais pas le choix de dire les Mariners de Seattle. Alain, maintenant, si on va du côté des perdants, est-ce que, tu sais, des jeux comme ça, il y a toujours des bonnes et des mauvaises réponses. Là, on dirait qu'il y a une bonne réponse. Hein? Oui, mais écoute, il y en a plusieurs. Je sais que les partisans des Red Sox de Boston sont déçus. Ça, c'est clair. Il y en a plusieurs qui pensent que les Red Sox auraient pu bouger un peu plus. Oui. On l'a fait avec Raphaël Devers. Mais encore là, est-ce que c'est une transaction qui s'inscrit dans la date limite des transactions? Là, avec des informations qui s'accumulent. Je regarde ce que les Giants ont fait depuis l'arrivée de Devers. C'est une des pires équipes dans le baseball majeur. Oui. Puis on n'a pas voulu sacrifier vraiment des joueurs d'avenir. Ce qui est un peu ironique là-dedans, c'est qu'un des joueurs qu'on a acquis pour Devers est parti dans une des deux transactions. Là. Ça, je trouve ça un peu comique. On avait besoin de lanceurs qui étaient capables de lancer des manches. On les a obtenus. Est-ce qu'on va avoir des bonnes manches de la part de Dustin May puis de Steven Matz? Pas sûr. En relève, je trouve que ça demeure fragile, mais l'équipe aime la dynamique qu'il y a à l'intérieur de l'équipe. Tu sais, on s'est rendu là avec ce qu'on a. On a des jeunes, puis on se fie sur le fait qu'ils vont probablement progresser d'ici la fin de l'année. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment des perdants? Regarde, on pourrait parler de Cleveland. Cleveland, c'est parce qu'il y a un gros nuage noir au-dessus de l'organisation. Ouais. Là, il y a 2 joueurs suspendus. 2 gros lanceurs suspendus en raison d'allégations de gambling, puis semble-t-il que ce n'est pas terminé du côté de Cleveland. Minnesota, 10 joueurs sur les 26 qui ont été échangés. Ce n'est pas des blagues, là. On n'a jamais vu ça. C'est 40% de l'équipe d'un coup sec. J'espère que ceux qui ont des billets de saison vont prendre des notes là, parce qu'il y a 10 nouveaux joueurs qui vont être là au prochain match. Donc, qui a perdu? Regarde, je pourrais parler de Tampa Bay. Tampa Bay qui s'est débarrassé de 2 de leurs lanceurs partants, Tash Bradley. Ça peut sembler un peu surprenant comme transaction, compte tenu qu'on a, tu sais, Bradley n'a même pas 25 ans. Puis on fait l'acquisition d'un gars de 30 ans, même si Jack, je le trouve très bon en relève. Mais ils ont l'habitude de savoir ce qu'ils font, les Rays. Ouais. Parmi les acquisitions, moi, je ferais bien attention à Pereira qu'on a obtenu des Yankees de New York. Il n'y avait juste pas de place pour lui, mais ses statistiques au niveau 3A sont excellentes. Feduccia, c'est autre chose, il a 28 ans. Donc, on a besoin de profondeur. Donc, les perdants, c'est sûr que tous ceux qui ont vendu des joueurs, tu te dis, bon, ben, ils ont perdu. Mais ça, il faut attendre avant quelques années pour voir si ces transactions vont valoir la peine. Donc, c'est pour ça, cet exercice-là est moins évident à faire. Si on parle des équipes vraiment là, qui se sont débarrassées de leurs joueurs. Mais c'est sûr, je dirais, ici, il y a beaucoup de partisans des Red Sox. Eux autres sont déçus de ce qui est arrivé.
les Red Sox, il y avait beaucoup d'attentes. Puis, tu sais, surtout à la fin, là, il y avait des rumeurs sur Joe Ryan, un dernier push. Finalement, on n'a pas offert assez. Ouais. C'est sûr que tu vas chercher Joe Ryan. Le discours est complètement différent présentement. Ouais. Mais ce n'est pas le cas. Donc, il est encore au Minnesota. Un des rares marques, d'ailleurs, qui est encore au Minnesota, là, ce Joe Ryan. Écoute, il va falloir m'expliquer ce que les Twins avaient en tête. Là. Je veux dire, c'est vraiment spécial. Là, comme Alain a mentionné, c'est du jamais vu. Un peu frustrant pour l'organisation, pour les partisans. On n'était pas si loin, me semble, du côté des Twins, d'avoir une bonne équipe. Alors, on peut parler de pas loin d'une vente de feu, les gars, là, avec ce qui s'est passé du côté des Twins. Ça fait que ça, c'est très décevant. Du côté des Red Sox, c'est-tu juste moi ou j'aime bien l'acquisition de Dustin May, moi? J'ai toujours aimé ce lanceur-là. C'est le type de gars qui, je sais pas, changement d'air, ça peut causer une surprise. Moi, j'ai pas haï du tout ce que les Red Sox ont fait à ce niveau-là. Mais je comprends qu'en relève, on aurait aimé ajouter. On a mentionné du côté de l'organisation que le prix à payer était trop élevé. Alors, je ne sais pas qui on demandait, mais ça reste que c'est intéressant. Bon, les A's échangent Mason Miller. On va y revenir tantôt pour la nationale, mais c'est un gros morceau. Mais on a reçu en retour quelque chose d'assez solide. Fait que les A's, ce sont les A's. Puis les Rays, comme Alain a mentionné, moi, je serais tellement nerveux de transiger avec cette organisation-là, même si j'ai l'impression que je vais gagner la transaction. T'as l'impression qu'ils ont toujours une information additionnelle qui va leur permettre de dire, ben c'est ça. Donc, mais pour répondre à la question, les Twins, écoute, ça va donner la chance à Édouard Julien. Ça, c'est la bonne nouvelle du côté des Twins, de retourner dans le baseball majeur. Mais, tu sais, c'est parce qu'un paquet de prospects, c'est bien, mais je veux dire, c'est quoi le pourcentage de ces gars-là qui vont se rendre, un, dans le baseball majeur, puis deux, avoir un impact dans le baseball majeur? Fait que je trouve que c'était très, très risqué de cette organisation-là d'agir de ça. Sébastien, on a un commentaire ici de Frank Etier qui nous dit les Red Sox viennent de se sortir des séries. Lui, contrairement à toi, Marc, il n'aime pas du tout la transaction de Dustin May, qui qualifie de complètement stupide. Au final, l'échange de Devers aura été May, Hicks et Harrison. C'est gênant selon lui. Est-ce que, Sébastien, toi, est-ce que tu as les Red Sox? Est-ce que tu as les Twins? Est-ce que tu as une autre formation comme perdant? Ou est-ce que qu'est-ce que tu penses aussi de cette transaction-là de Dustin May? Ben, je vais commencer avec les Red Sox. Pour moi, c'est pas une transaction qui est stupide. C'est juste que c'est une des seuls mouvements de personnel qu'on a fait. T'sais, si on était allé chercher May, qu'on avait ajouté d'autres pièces, surtout dans l'enclos de relève, là, ça aurait encore plus valu la peine. Mais là, on est dans le portrait des séries éliminatoires. Puis si on se compare aux autres équipes qui sont là, qui se sont considérablement améliorées, c'est sûr que les Red Sox sont derrière. Puis oui, on risque de sortir des séries éliminatoires avec les Rangers qui pourraient rentrer avec d'autres équipes qui peuvent se glisser. Donc, ça ne sera pas facile à Boston. Moi, j'ai aussi les Tigers de Détroit. Je suis un peu déçu de la façon qu'on a géré cette date limite des transactions-là. On est plus allé avec la quantité que la qualité, selon moi. On a fait plusieurs acquisitions qui vont nous aider, qui vont ajouter de la profondeur, mais est-ce que ça va être assez? Puis, probablement que c'est la dernière séquence de défaites qui a peut-être fait changer les choses à Détroit, mais j'aurais continué à ajouter des pièces puis à un petit peu changer l'esprit dans l'équipe. Ça ne va pas très bien, mais tu ajoutes quelques bons joueurs, puis ça peut donner de l'énergie pour le reste de la saison. On dirait qu'on vit l'inverse de la saison dernière. Puis je ne sais pas comment ça va se terminer pour les Tigers, mais on avait quelque chose de bien. On l'a encore, mais on n'a pas ajouté de pièces pour continuer à construire ce beau casse-tête-là. Puis tu fais bien de mentionner les Tigers aussi parce que, un peu comme on mentionne souvent, les Pirates devraient profiter du fait que Paul Skeens ne coûte pas grand-chose. Ben, Tarik Skubal, dans quelques années, il va passer à la caisse aussi. Il est au cœur vraiment là, de ses meilleures années. Ça fait longtemps qu'on a vu un lanceur dominant comme ça. Profites-en, c'était les Tigers de Détroit. Construis-toi avec lui, avec Jack Flaherty. Va te chercher un troisième partant indestructible pour être vraiment invincible dans un 3-5. C'est pas ce qui a été fait. Oui, les gars, par rapport aux Red Sox et d'autres organisations comme celle-là, il y a une chose qui va arriver les prochains jours, c'est commencer là, avec toutes les acquisitions des grosses équipes. Il y a des gars qui vont se retrouver au balotage. Il y a le vétéran Ryan Presley là, avec les Cubs de Chicago qui est disponible. Il y a quelqu'un qui va sauter dessus. Et c'est peut-être une équipe qui va vouloir se rendre en série. Et je ne serais pas surpris que les Astros même lui donnent un coup de fil. Ils ont l'habitude de faire appel à leurs anciens, Correa entre autres. Donc,
Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui vont changer d'équipe dans les Ouais, prochains jours. puis juste pour ajouter à ça rapidement, messieurs, c'est qu'il y a aussi le retour de joueurs blessés. Tu sais, comme les Dodgers n'ont pas été si actifs parce qu'on sait qu'il y a un paquet de partants qui vont revenir. Et là, Kerry Carpenter revient avec les Tigers. Et ça, lui, là, lorsqu'il s'est blessé, on a senti une attaque qui avait pas mal moins de vie. Là, il va être de retour. Fait que, Santander, par exemple, sera-t-il de retour éventuellement? Si oui, s'il arrive au mois de septembre et il se met à jouer comme il est capable, ben là, tu ajoutes quelque chose de fort intéressant dans ta formation. Fait qu'il faut pas négliger le retour de quelques joueurs blessés dans certaines organisations. Les fameuses acquisitions, c'est notre acquisition de la date limite. Les Yankees sont bons avec quand il y a un lanceur qui revient de blessure. Ça va être le cas avec Louis Hill. Là. Ça va être dit, ça. C'est comme notre acquisition de la date limite dans la rotation. Exact. C'est un aspect qui est à considérer, en effet. Évidemment, on en parlait un petit peu hors d'onde aussi, mais les prix qui étaient à payer pour aller chercher des joueurs. Tu sais, Joe Ryan, pourquoi il est resté au Minnesota, par exemple, c'est un peu ça. Les équipes qui ne voulaient pas se débarrasser de jeunes. Tu sais, on parle des Red Sox qui ne voulaient pas se débarrasser de Jarren Duran. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alain, mais pour moi, c'était la chose à faire. Tu sais, si tu veux échanger Jarren Duran contre un lanceur durant la saison morte, c'est correct, mais en même temps, si tu te retrouves à échanger ce jeune-là et que Roman Anthony, il y a des hauts et des bas parce que c'est une recrue ou que Wilyer Abreu se reblesse ou quoi que ce soit, puis tu te dis « Ah, mon Dieu, il me manque un voltigeur si seulement j'en avais un qui était là avec moi il y a quelques semaines. » Je trouve que c'est un risque d'échanger un joueur établi dans l'équipe en cours de saison. Donc, je comprends pourquoi les Red Sox ne l'ont pas fait maintenant. Oui, puis, on ne voulait pas, pour les lanceurs partants, probablement que le tarif était trop élevé, excusez le jeu de mots. Mais surtout, à la veille du 1er août. Mais écoute, moi, je n'aurais pas été surpris qu'un des jeunes parte. Il y a un surplus, ça c'est un clair. Christian Campbell est au niveau 3A. Je n'aurais pas été surpris. Est-ce que c'est le bon moment pour faire cette transaction-là? Charles, tu as peut-être raison là-dessus. Peut-être que c'est l'entre-saison où tu es capable d'évaluer ton équipe et de te dire, regarde, là, on va regarder ce qu'on veut faire, qui on veut garder et tout ça. Moi, je pense qu'il y a d'autres transactions qui s'en viennent chez les Red Sox. C'est juste pas arrivé le 31 et c'est pas dit qu'il n'y a pas un autre lanceur ou deux qui va rejoindre l'équipe. Des joueurs laissés de côté sur lesquels, puis peut-être le gars clé chez les Red Sox, on ne l'a pas nommé, mais c'est peut-être Andrew Bailey. Tu sais? Donc, si lui réussit à ramener Dustin May comme il était avant sa dernière opération, ben regarde, les Red Sox ils vont se frotter les mains. On va voir ce qui va se passer durant la saison morte. Boston, justement, l'an passé, c'est durant la saison morte qu'on a été chercher le capitaine Crochet. On n'a pas été le chercher en cours de saison. Puis finalement, les équipes comme les White Sox qui vendent des bons lanceurs comme ça, on peut penser à Sandy Alcantara cette année ou quoi que ce soit. Durant la saison morte, tu dis un petit peu plus d'équipes qui vont être intéressées, pas juste les équipes qui veulent y aller, le tout pour le tout cette année. Marc, si on passe maintenant du côté de la Ligue nationale, je vais te demander l'équipe qui, selon toi, a le mieux paru cette semaine. Écoute, il y en a pas mal. On va se le dire, les gars. Je regarde ce que les Mets ont fait, ce que les Phillies ont fait, même si ce n'est pas été en termes de quantité, c'est certainement en termes de qualité. Mais je vais quand même donner la palme aux Padres de San Diego, moi. Tu ajoutes, premièrement, on avait déjà un parmi les meilleurs personnels de releveurs, puis on ajoute Mason Miller. Je m'excuse, là, mais là, on s'est équipé. Puis, j'aime le fait, des Ryan O'Hearn, c'est pas la grosse vedette, mais lui, là, je trouve qu'il est stable, il va faire une bonne job. On va chercher Laureano, mais on va chercher aussi un vrai receveur, puis, qui va amener aussi un aspect offensif qu'on n'avait pas, les gars. On n'avait juste pas aucune contribution offensive de ce côté-là. On a gardé nos partants. En tout cas, moi, je trouve que là, les Padres sont équipés pour lutter vraiment avec les Dodgers. Pas une saison de Machado. Machado, ça peut être très bon comme très ordinaire, puis il est dans une bonne saison. Puis Tatis semble être solide. Fait que moi, j'aime beaucoup ce que les Padres ont fait. Mais ceci étant dit, là, je regarde le personnel de releveur des Mets. Wow! Et Cedric Mullins n'a pas négligé là, un petit peu d'énergie aussi de ce côté-là. Les Phillies avec Durant, c'est le besoin qu'on avait, le retour d'Alvarado éventuellement. Puis je pense qu'Harrison Bader va faire une pas pire job, moi, avec les Phillies de Philadelphie. Oui. Fait que, moi, je pense qu'on tourne autour de ces équipes-là. On parlera tantôt des déceptions, mais certes, du côté de la nationale, là, c'est les trois équipes là, qui, selon moi, ont ressorti.
Dans le fond, c'est vraiment de maximiser sa fenêtre, puis ça répond un petit peu à la question que Sébastien posait. Expliquez-moi le deal de Mason Miller et de Vries. Les Padres avaient déjà le meilleur enclos. Pourquoi sacrifier un des meilleurs espoirs pour un releveur? Ben, c'est ça, c'est vraiment pour maximiser cette fenêtre-là. Souvent, la réponse aussi, j'ai l'impression, tu me diras ce que tu en penses, Alain, mais c'est la réponse, c'est aussi ce qui se passe au deuxième étage. Regarde les Twins, pourquoi ils ont vendu autant? Ben là, le propriétaire a des dettes, puis l'équipe est en train de se faire vendre. Donc, c'est sûr que ça fait partie de la réponse aussi. Là, c'est la même chose. L'ancien propriétaire, Peter Seidler, qui avait monté une masse salariale énorme pour le marché de San Diego. Rob Manfred qui avait dit, je ne sais pas comment il va pouvoir soutenir ça. Et là, son décès qui a tout changé. On s'attend à ce qu'on coupe dans le gras dans les prochaines années. Donc, probablement qu'AJ Preller s'est dit, mais si je suis pour perdre des gars, ben, je suis aussi bien d'essayer d'y aller cette année pendant que j'ai une bonne équipe, de rivaliser avec les Dodgers. Donc, pour moi, c'est ça. Puis tu te dis, ben, écoute, si ça coûte DeVries, qui est le troisième espoir du baseball majeur, ça ne s'est jamais vu, l'espoir numéro 3 qui a été échangé, ben, coudonc, allons-y, puis on continuera comme ça. Je disais, le dernier espoir aussi haut classé qui avait été échangé, c'est Yohan Moncada par les Red Sox de Boston. Les gars, ça nous rappelle un peu Omar Minaya, il y a 20 ans, avec les Expos de Montréal. C'est à peu près la même chose. Donc, tu sais, dans 3 ans, écoute, on ne fera pas trop de projections, mais quand on va analyser les Padres, j'ai bien peur qu'on n'aura pas grand-chose à se mettre sur la dent. Oui, mais Mason Miller, en passant, Mason Miller, tu l'as, tu l'as sous contrôle pendant quelques années. Là. Oui, malheureusement, tu as aussi sous contrôle Bogart et Machado qui seront plus jeunes à ce moment-là. Fait que eux autres vont être plus difficiles d'échanger. Mais j'ai juste voulu vérifier une chose. Puis, écoutez, on en a parlé souvent, moi et Marc. Les Padres, c'est chronique, les problèmes qu'ils ont derrière le marbre. C'est pas compliqué, là. Puis moi, je me rappelle d'une transaction qui avait été faite pour Austin Nola. Il y a un des joueurs qu'on a échangé pour l'obtenir. C'est Andrés Munoz, qui est aujourd'hui un des meilleurs releveurs du baseball majeur. On a donné 2 gars qui vont probablement être partants très bientôt avec les Royals de Kansas City. Moi, du point de vue des Royals, j'adore cette transaction-là. Puis les Royals, dans ce qu'ils ont comme moyen, je trouve qu'ils ont bien fait des choses. Mike Yastrzemski, sorti de San Francisco, j'ai hâte de voir ses statistiques offensives, moi, à Kansas City. Il devrait s'améliorer. Remarque, il n'est pas dans la jeune vingtaine, là, mais c'est sûr qu'on a fait des petites choses chez les Royals. Mais je trouve qu'on se positionne bien quand même d'ici la fin de la saison, puis peut-être même pour les années à venir, parce que les 2 qu'on a obtenus, Kolek et Burgert, c'est 2 gars qui vont être là pour encore quelques années. Bon, mais si on parle évidemment de la Ligue nationale, San Diego, écoute, de façon spectaculaire, on a volé le show. On ne se comptera pas d'histoire, là. Ouais. On a carrément volé le show avec cette transaction-là, avec les Aces. Pour le reste, du côté des Dodgers et des Phillies, on attend de l'aide d'ailleurs. Les Phillies, bon, oui, Bader, c'est correct. Il est excellent en défense. C'est mieux en attaque que Johan Rojas, ça c'est sûr. C'est une amélioration de ce côté-là. Du côté des Mets de New York, Cedric Mullins, c'est encore une fois, Mullins, des statistiques à la hausse quand il joue dans un stade qui lui convient, il s'en va à New York. Il faut penser un peu à Ryan McMahon. Ça va donner quoi à l'attaque? Je ne suis pas vendu quant à sa production potentielle avec les Mets de New York dans un stade qui ne le favorise pas nécessairement. Donc, pour le reste, je vous dirais, c'est ça. Philadelphie, New York, on est allé dans des besoins spécifiques. Puis je pense qu'ils ont fait le travail de ce côté-là. Milwaukee, bon, on sait qu'on n'a pas les moyens d'autres équipes, donc on a fait un peu de rapiessage. Sauf que du côté des Brewers, c'est parce qu'on est déjà très, très bien garni chez les lanceurs, autant en relève que chez les partants. Donc, Shelby Miller, Alain. Oui, Jordan Montgomery en plus. Mais oui. C'est ça. Les 2 pour des considérations futures. Mais je pense que le propriétaire des Diamondbacks va dire, regarde, les considérations, tu les as déjà. Je pense qu'on ne demandera pas d'autre chose pour Jordan Montgomery. Le propriétaire qui publiquement avait dit que ça avait été sa pire embauche. C'était bien le fun, ça, pour Jordan Montgomery, mais regarde, il est sorti maintenant. Il ne lancera probablement pas pour les Brewers. Mais effectivement, c'était plutôt amusant, ça, comme ajout dans cette transaction-là. Shelby Miller, ben, c'est un 3e séjour avec l'organisation des Brewers. Il est sur la liste des joueurs blessés en passant. Je ne sais pas s'il va contribuer ou non éventuellement. J'imagine que oui. Mais tu sais, du côté, c'est ça. Des marchés comme les Reds, comme les Brewers, il ne fallait pas s'attendre à des miracles.
J'ai hâte de voir cette moi aussi, ça m'avait fait sursauter la transaction, évidemment, de Jordan Montgomery, là, de voir probablement la plus grosse équipe à budget ou une des plus grosses équipes à budget du baseball prendre un contrat comme ça quand tu es au sommet de la Ligue nationale. C'était assez spécial, mais ouais, le cas Montgomery a toujours été spécial. On essayait de lui trouver un nouveau domicile pour la saison, puis là, du jour au lendemain, on annonce qu'il y a une opération Tommy John. Ça n'a jamais été clair ce qui s'est passé en Arizona. Sébastien, de ton côté, les gagnants dans la Ligue nationale, selon toi? Bien, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de parler des Padres. Et Jay Preller avait une mission, c'était d'améliorer son club maintenant, puis il l'a fait. On le sait que dans les années futures, ça va être plus difficile. On a une fenêtre qui est là. Je pense qu'on commence à sentir l'odeur du sang à San Diego. Les Dodgers qui sont pas les vrais Dodgers pour le moment. On a beaucoup de blessés, donc on est capable peut-être de profiter de cette occasion-là. Donc, on a fait le travail d'amener un Freddie Fermin qui a appris de Salvador Perez. Je pense que ça va aider ça aussi. J'ai beaucoup aimé aussi ce que les Phillies ont fait. Je pense que c'est Marc qui l'a dit. On n'est pas allé en quantité, on est allé en qualité. Yohan Duran, ça va changer complètement cet enclos de relève-là. On a Alvarado qui va revenir, malheureusement pas pour les séries éliminatoires, mais pour le reste de la saison. Donc, ça va nous aider dans cette course au championnat de l'Est de l'américaine. Puis d'ajouter un voltigeur. On avait besoin d'un voltigeur depuis je ne sais pas combien d'années. Là, on est allé en chercher un. C'est pas spectaculaire, Harrison Bader, mais c'est très solide. C'est défensivement, c'est un des meilleurs voltigeurs du baseball majeur sous tous les aspects. À quelques moments, peut contribuer aussi offensivement. Donc, je pense qu'on a bien bougé du côté de Dave Dombrowski. Je suis d'accord. Je pense que vous avez nommé les équipes là, qui ont bien fait. J'ai vraiment hâte de voir s'il y a un duel entre les Phillies et les Mets, ces enclos-là s'affronter, qui ont été revampés un peu. Deux rivaux de division qui ont vu les Braves leur laisser le chemin libre cette année. Donc, ça peut être une lutte intéressante dans l'Est. Marc, sans nécessairement parler d'eux comme des grands gagnants de la date limite, mais les Reds ont quand même fait quelques ajouts. Puis je voulais avoir ton avis. Un joueur comme Ke'Bryan Hayes, qui est encore sous contrat pour quelques années, est-ce que tu le vois se relancer offensivement à Cincinnati? Parce qu'on sait que la défensive, ce n'est pas son problème. Là, il peut gagner des gants dorés, ça va. Offensivement, est-ce que tu penses que Terry Francona va réussir à débloquer un petit quelque chose en lui? Ben, écoute, c'est à souhaiter. C'est tellement un beau talent qu'on avait chez les Pirates, mais Alain, on en avait discuté. Un des pires joueurs, en fait, en production, en attaque, là, depuis son arrivée dans le baseball. Puis là, ben, on parle, un joueur de troisième but, là, on s'entend que ça a toujours le profil du joueur qui a un peu de puissance, mais surtout des points produits. Puis, on n'a pas eu ça dans le cas de Brian Hayes. Ouais. Mais j'espère juste qu'un changement d'air va lui faire du bien. C'est une transaction qui est un peu spéciale pour moi parce que les Reds sont dans le coup, ils ont une bonne équipe. C'est correct, une coupe d'ajouts, mais cet ajout-là me dit, bon, ben, on y va avec l'espoir. On souhaite que c'est pas un rendement assuré en attaque. Un stade qui favorise les frappeurs, est-ce que ça peut lui donner une confiance? Tu sais qu'il travaille encore avec son père beaucoup, hein, avec Charlie Hayes. Les deux, durant la saison morte, travaillent ensemble. J'espère qu'on va trouver des solutions de ce côté-là. Mais comme Alain a mentionné tantôt, je ne m'attendais pas nécessairement à grand-chose de la part des marchés de la sorte. J'aurais quand même aimé que Milwaukee, bon, Alain disait qu'il n'y a pas beaucoup de place à s'améliorer tant que ça, mais ça m'a quand même surpris de voir que Milwaukee a été quand même qui n'a pas bougé plus qu'ils ne l'ont fait, compte tenu du fait qu'ils sont vraiment parmi les meilleures équipes du baseball. Et les Cubs, ça m'a surpris un peu de voir qu'ils étaient tranquilles à la date limite, aussi tranquilles qu'ils l'ont été. Mais c'est correct aussi. Parfois, les meilleures transactions, messieurs, c'est celles que tu ne fais pas. Ouais. Puis, tu sais, Alain en a parlé tantôt, puis ça, moi, je crois beaucoup à ça. La synergie d'équipe. Tu ne veux pas enlever un gars de cette équipe-là qui est un élément important dans le vestiaire. Je sais qu'on parle beaucoup de stats avancées, puis on se fie beaucoup, on regarde les feuilles, c'est correct. Mais ce qui se passe dans un vestiaire, messieurs, ça a un impact majeur. Fait qu'il faut que le gars qui vienne dans l'équipe, qu'il ait un peu de caractère, qu'il soit capable de se marier avec le reste du groupe. Mais souvent, les partisans, surtout, ils ne regardent jamais cet aspect-là, mais qui est non négligeable, selon moi, lorsqu'on fait une transaction. Je suis content que tu parles des Cubs parce que c'est probablement une des équipes, justement, qui a le plus déçu aussi. On parle de Milwaukee, mais les Cubs ont
Alain, les Cubs ont un peu plus les moyens de leurs ambitions quand même. Là. Je Ouais. pense que, compte tenu du fait aussi qu'on a donné beaucoup de bons jeunes pour aller chercher Kyle Tucker, qui peut devenir agent libre à la fin de l'année. Aucune garantie qu'il revienne. Moi, je me suis dit, les Cubs vont essayer de maximiser leur fenêtre. On va aller chercher un partant peut-être de premier plan pour essayer de remplacer Justin Steele qui s'est blessé en début de saison. Puis c'est pas arrivé. Non, c'est pas arrivé, mais bon, ça revient à ce qu'on disait au début, quand on parlait des lanceurs partants. Le prix était juste prohibitif. On est allé chercher Mike Soroka. Moi, je trouve que c'est une belle acquisition. Qu'est-ce qu'on fera avec lui? C'est à voir. À l'attaque, c'est peut-être une des équipes qui a le plus de profondeur dans tout le baseball majeur. Il y a peut-être au troisième but, on aurait pu s'améliorer, mais on a un choix de première ronde à qui on a décidé de faire confiance, c'est Matt Shaw. Et compte tenu de la façon dont il est entouré, on est capable de le garder. Puis, tu sais, on n'est pas comme les Dodgers, là, où on le sait, les frappeurs 7, 8 et 9, même les Yankees, 7, 8 et 9. Il n'y a pas beaucoup de production. Ce n'est pas le cas avec les Cubs. Les Cubs, on est capable de te faire mal de 1 à 9. Mais effectivement, on aurait pu aller chercher un peu d'aide. On l'a fait. Soroka, on est allé chercher Taylor Rogers. Rogers, ses chiffres cachent, je dis, un rendement en montagne russe avec plus de creux que de haut cette année. Il a été très constant tout le long de sa carrière. Est-ce qu'il va pouvoir se remonter? Ben, écoute, c'est aux Cubs à le voir. Mais tu sais, on avait déjà une équipe solide sur papier. Donc, moi, je n'ai pas été surpris qu'on aille chercher très peu de choses. Willie Castro, la rapidité, on n'en avait peut-être pas suffisamment avec une certaine polyvalence de ce côté-là. Donc, mais regarde, moi, je n'ai pas été surpris plus que ça. Et quelques blessés qui vont revenir, ça aussi, on se fie là-dessus. Et on a quelques vétérans aussi. Bon, regarde, tu sais, Ben Brown qui avait bien commencé l'année, est-ce que lui va être capable de se relancer dans les 2 derniers mois de la saison? C'est un bon potentiel, ça, les gars. Si ce gars-là se replace, il va peut-être faire partie de l'équation quand la saison va finir. C'est le genre de discussion qu'il y a entre 4 murs qui peut faire partie des décisions qui sont prises le 31 juillet. Sébastien, de ton côté, si on regarde chez les équipes perdantes, est-ce que tu as les mêmes équipes? Est-ce que tu as une équipe plus basse? Tu sais, mettons, je regarde une équipe comme les Pirates de Pittsburgh qui n'ont pas échangé certains joueurs de location qui sont à peu près assurés de perdre à la fin de l'année. Tu sais, pour toi, est-ce que ça rentre dans la catégorie perdante? Bien, certainement. Les Pirates qui se débarrassent de certains éléments, mais tiennent à d'autres, dont Mitch Keller. C'est dans un marché où, justement, les prix étaient élevés. Peut-être qu'on aurait pu baisser un petit peu notre prix puis avoir quelque chose de très bon pour Mitch Keller, peut-être au-dessus de sa valeur. On ne l'a pas fait. On aurait pu profiter de cette occasion-là. Puis peut-être que ça aurait été les Cubs qui en auraient profité parce que pour les Pirates, ça n'a pas l'air à nous déranger d'échanger un joueur dans la division. Fait que ça aurait pu être Mitch Keller. Les Cubs, pour moi, ça me déçoit parce que on avait, je ne sais pas s'il y avait une équipe aspirante qui avait plus besoin d'un lanceur partant que les Cubs. Oui, les prix étaient exorbitants, mais comme tu l'as dit, Charles, c'est la dernière saison peut-être de Kyle Tucker, la première et la dernière à Chicago. Si on se fait sortir en première ronde, qu'on perd Kyle Tucker parce qu'on n'a rien fait à la date limite des transactions, ça va être assez catastrophique à Chicago. Oui, on est capable de dépenser, on est capable de se revirer l'an prochain, mais quand même, ça va être une énorme déception dans une année où les attentes étaient grandes avec l'arrivée de Kyle Tucker. Moi aussi, de mon côté, j'ai une équipe comme les Cubs qui sont là. J'ai les Pirates. Il y a quelques formations comme ça qui ont déçu, mais on dirait qu'on analyse ça, il y a quand même un petit peu plus de gagnants du côté de la nationale. Là, on dirait qu'on a été plus agressif. Marc, la nationale sur papier à la base avait l'air plus dur à percer dans le sens où c'est plus difficile de savoir qui va sortir de la nationale que de l'américaine. Il y a beaucoup de ces clubs-là qui vont s'améliorer. Les séries dans la Ligue nationale, ça va être quelque chose cette année. Oui, puis, tu sais, si tu regardes là, globalement ce qui s'est passé, la nationale, tu sais, je ne sais pas si, lorsqu'on arrive dans ce qu'on appelle le War Room, là, tu sais, là, tout le monde là, dans l'organisation, qu'est-ce qu'on fait, les trous à boucher, on bouge comment? Est-ce qu'on est influencé par nos adversaires? Et je dis ça parce que tu regardes les Mets et les Phillies, les deux équipes de tête, là, on va chercher la relève. Bon. Là, tu regardes ce qui se passe, par exemple, dans la centrale de la nationale. Ben, Milwaukee et les Cubs n'ont pas bougé. Pourtant, c'est deux équipes. Là, tu regardes après ça, qu'est-ce qui se passe dans l'américaine? Ben là, Houston est allé chercher Correa
C'est-tu en réponse du fait que Suarez, puis que, on a ajouté de l'attaque du côté de Seattle. Fait que, vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'on a l'impression que de chaque division, une équipe a répondu avec une transaction aussi importante que l'autre avait décidé de faire. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même le fun dans cette date limite des transactions. Mais c'est vrai que ce que tu mentionnes dans la nationale, écoute, c'est sûr que les Giants se sont sortis des séries avec évidemment, écoute, je veux dire, ça a été quoi, une série de 20 matchs tout à fait catastrophique dans leur cas. Les Cards, rappelez-vous, ça allait bien à un moment donné, puis là, on est devenu à la réalité, fait qu'on on s'est sorti. Mais c'est intéressant. On a un beau 2 derniers mois de saison du côté, dans le baseball majeur avec ces nouvelles acquisitions-là. Mais c'est sûr que la date limite, on a vraiment, comme j'ai dit, positionné des équipes là, pour... On peut même déjà éliminer des équipes, bon, comme les Twins, entre autres choses, mais on peut déjà tasser pas mal d'équipes et avoir une bonne idée là, de qui est capable de faire les séries ou non. Sébastien, ça fait le tour de ce qu'on avait pour les gagnants et les perdants de la date limite, mais on a quand même quelques questions en attente, donc allons à la période de questions. Alain, il y a une question qui n'est pas dans la liste des questions des gens qui nous ont posées, mais qui vient de moi parce que je veux ton avis sur le sujet. Dans les dernières années, dans le baseball majeur, on a ajouté une équipe de plus par ligue en série. On en a maintenant 6. On a aussi enlevé la période du ballottage révocable du mois d'août où toutes les équipes mettaient tous les joueurs à ce ballottage-là et finalement, tu pouvais échanger un joueur. Tu sais, Justin Verlander avait été échangé à la dernière heure aux Astros en 2017 comme ça. Donc, tu ne peux plus échanger jusqu'à la fin du mois d'août. Et il y a de plus en plus d'équipes qui, rendues à la fin juillet, en raison des cadres élargis en série, se disent « Moi, j'ai des chances d'y aller. » Donc, ma question, le 31 juillet qu'on vient de vivre là, aimerais-tu mieux le voir le 15 août pour voir un petit peu plus une division entre les équipes qui vendent et les équipes qui achètent? Je pense pas que ça fasse une grosse différence, honnêtement. Moi, je trouve ça correct. Ça a déjà été le 15 juin en passant. Ça a déjà été pas mal plus tôt. Donc, non, j'ai pas de souci avec ça. Petite parenthèse, les gars, je parlais de Ryan Presti qui est disponible. Ben, c'est le cas de Marcus Stroman que les Yankees viennent de libérer. Donc, ça en fait 2, là, si jamais il y a des équipes qui ont besoin de manches. C'est vrai? Je serais pas surpris, Marc. Je serais vraiment pas surpris que ça se effectivement. Mais Charles, écoute, c'est pertinent comme question, mais moi, je pense que le 31 juillet, regarde, tu as déjà une très, très bonne idée où tu vas être, même que moi et Marc, on en a parlé, Marc, il relevait qu'à la pause du match des étoiles, déjà, tu as une bonne idée où ta saison s'en va. Donc, le 31 juillet, tu en as encore une meilleure parce que ton échantillon est encore plus large. Donc, bien franchement, on pourrait le faire. Je ne pense pas que ça ferait une très, très grande différence. Excellent. Sébastien, on a un commentaire ici de Jean-Daniel qui nous dit les Dodgers qui se débarrassent de May et de Outman. C'est vrai, James Outman, on n'en a pas parlé, qui avait été un candidat à la recrue de l'année il y a 2 ans à peine, et là, finalement, on décide de l'envoyer sous d'autres cieux au Minnesota. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, de ce qui s'est passé à Los Angeles? Comment tu vois la suite pour les Dodgers? Bien, comme on l'a dit, on mise sur les joueurs qui vont revenir d'ici la fin de la saison. Puis on espère qu'il n'y en a pas d'autres qui vont se blesser, un peu comme l'an dernier. On a pris un pari parce qu'on l'a vu lors de la dernière saison qu'on peut arriver très mince, surtout dans la rotation partante, dans l'enclos de relève, quand on arrive en séries éliminatoires. Mais je pense qu'on a confiance dans les gars qu'on a sous la main, qui ont déjà gagné, qui ont de l'expérience, qui ont joué ensemble. Là, il va juste falloir qu'ils restent en santé parce qu'on l'a dit tantôt, là, les Padres sont là pour se battre. S'il faut qu'on les affronte encore une fois dans une série de 3 de 5, ça peut aller de l'autre côté cette saison. Donc, on a pris ce pari-là. On est allé chercher 2 éléments, si je ne me trompe pas, pour ajouter un petit peu de profondeur. Puis, on va vivre avec ça pour le reste de l'année. Marc, on a un commentaire ici de mon père qui nous écrit, je te le soumets. Dans la nationale, j'aime bien la lutte. Dans la centrale, surveillez bien les Reds. Les Reds qui sont les troisième hommes dans la bataille, si tu veux, là, évidemment, derrière les Brewers et les Cubs là, qui sont au sommet de cette division-là. Les Reds sont à 3 matchs et demi des séries, mais c'est la première équipe hors du portrait éliminatoire. Qu'est-ce que tu vois de ce côté-là pour l'équipe d'Eli de la Cruz?
Ouais, ben moi, j'avais prédit en début de saison une très bonne saison des Reds, au point où ils pouvaient. Moi, ce sont les Brewers qui m'ont surpris, là, vraiment, on va se le dire. Là, je les voyais pas là du tout. Mais tu sais, la magie de Terry Francona elle peut fonctionner encore. Puis tu sais, avec des gars de talent comme Eli De La Cruz, puis t'as l'impression qu'on n'a pas vu encore tout ce que les Friddle, puis je sais pas, les McLean, les gars, t'as l'impression ils ont encore à donner du côté des Reds. Puis, tu sais, bon, on a parlé avec Key Brian Hayes tout à l'heure. Est-ce qu'il va être capable de débloquer en attaque? Fait que c'est un peu une boîte à surprise du côté des Reds, mais j'aime ce que je vois. Puis, je pense que ça va être effectivement une belle lutte dans la centrale. Puis, juste rapidement, parler des Dodgers. Moi, les gars, je ne traite pas de ce que je vois des Dodgers actuellement. Puis, rappelez-vous l'année passée, lorsque les Dodgers ont gagné la Série mondiale, les Padres ont fait éliminer les Dodgers. Là. C'est passé bien près. Fait qu'avec les nouvelles acquisitions, moi, en tout cas, je vais vous dire une chose. De ce que je vois, Mookie Betts ne frappe pas si bien que ça. Freeman a l'air fatigué. Ohtani, c'est pas hyper convaincant au monticule. Ça semble aussi l'affecter en attaque. Il y a un paquet de petites choses. C'est pas mauvais, là. C'est loin d'être mauvais. Non. Mais c'est pas l'équipe dominante qu'on avait anticipée. Fait que c'est là que j'ai comme l'impression que la lutte aussi dans l'Ouest avec les Padres, ça va être très excitant, comme dans la centrale d'ailleurs, d'ici la fin de la saison. Alain, une équipe de qui on n'a pas vraiment parlé parce qu'ils n'ont pas volé le spectacle, disons-le comme ça, à la date limite des transactions. Ils n'ont pas échangé, par exemple, Mackenzie Gore. C'est les Nationals de Washington. Ouais. Jean-Michel Gauthier qui nous demande, les Nationals ont libéré beaucoup de place pour des jeunes ou des joueurs performants du 3A. Pensez-vous qu'à long terme, ça va être payant? Pour une franchise qui, tu sais, faut le dire, ils ont vécu des grands changements, les Nationals. On a congédié le DG à une semaine du repêchage et à un mois de la date limite des transactions. C'était quand même un message assez clair qu'on envoyait à Mike Rizzo, l'ancien DG. On a changé de gérant. C'est une reconstruction qui stagne présentement à Washington. Qu'est-ce que tu entrevois dans ta boule de cristal pour les Nationals? Il y a du talent. Regarde, il y a du talent dans cette équipe-là. Là. Tu commences déjà avec James Wood, Dylan Cruz, C.J. Abrams. C'est probablement autour de ces trois-là que tu vas vouloir bâtir ton équipe dans l'avenir. Là, on a eu quelques malchances. Je pense à Josiah Gray comme lanceur partant sur la liste des joueurs blessés. C'est un gros morceau. Lui et Gore devaient être 1 et 2 pour transporter cette équipe-là. Puis c'est sûr que le pas en avant qu'on entrevoyait pour 2025, c'est pas matérialisé. Donc, c'est extrêmement décevant. Puis, écoute, pour l'avenir, ben là, est-ce que la philosophie va demeurer la même? Mike Rizzo, c'est un gars qui est extrêmement agressif. C'est un gars qui est dépendant du plan qu'on a en faire. Mais regarde, les transactions qu'il a réalisées, là, celle avec San Diego, regarde, pas sûr que San Diego la referait encore là, pour Juan Soto. Donc, tu sais, on a fait des bonnes choses. Sauf que, évidemment, les joueurs sur le terrain, une fois qu'on a le talent, ben, des fois, il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle. Moi, je pense qu'éventuellement, oui, ça va débloquer en raison du fait qu'on a un noyau solide. Et par la suite, regarde, tu sais, Alex Cole vient d'être échangé parce qu'on n'a plus de place pour lui. C'est Jacob Young qui est le prochain voltigeur de centre. À gauche, c'est Wood, puis à droite, ça va être Cruz. Bon, Cole, il vient où là-dedans? Il n'y a plus de place pour lui. C'est pas un frappeur de choix. Fait que, tu sais, c'est le genre d'échange que tu peux faire. Tu sais, quand ta nouvelle direction arrive, est-ce que tout de suite, 3 semaines après, tu vas commencer à tout démanteler? Exact. Tu as beau avoir été dans l'organisation, c'est pas toi qui prends les décisions, puis tu veux mettre ton empreinte. Moi, je ne suis pas surpris qu'on ait stagné, si tu veux, du point de vue des partisans des Nationals, compte tenu des changements. Puis d'attendre un peu de la façon dont ça va se faire, parce que, à ce que je sache, en tout cas, le gérant est là par intérim. Donc, c'était le cas pour le directeur général. Je serais bien mal pris de vouloir tout changer en attendant l'arrivée de celui qui va être là en permanence, même si c'est lui éventuellement qui sera là. Je n'ai pas d'informations privilégiées, mais je pense qu'on n'était pas dans une situation vraiment pour prendre de grosses décisions, malheureusement pour les Nationals. Ben non, je pense que justement, c'est plus facile d'arriver en cours de saison dans l'optique de la prochaine saison morte parce que là, tu t'es installé, tu as mentionné de mettre son empreinte sur l'équipe, ben c'est exactement ça. On prend le pouls de ce qui se passe. Puis c'est un autre cas on disait, ça va peut-être aller durant la saison morte. Ben là, s'il y a des décisions à prendre, on verra. Il n'y avait pas de presse d'échanger Mackenzie Gore parce que tu ne pouvais pas faire la mauvaise transaction pour Mackenzie Gore. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Ouais. Messieurs, ça fait le tour des questions qu'on avait. Donc, Marc-Alain, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cet épisode spécial Passion MLB compte complet pour revenir sur la date limite des transactions.
Marc, je te laisse un petit mot pour nous dire où on peut vous trouver, évidemment à RDS, mais aussi avec le podcast Compte Complet. Oui, ben merci beaucoup. Écoute, RDS, c'est toujours les matchs les dimanches, lundi et mercredi soir. Donc, sur les ondes de RDS, c'est notre balado Compte Complet, donc tous les lundis. Balado sort en fin d'après-midi. C'est tourné donc les lundis. Et juste aller sur notre site Internet pour en savoir plus, qui est le www.comptecomplet.com. Donc, merci beaucoup à vous deux d'avoir été là avec nous. Merci Sébastien d'avoir été là aussi. Dans notre cas, c'est sur le passionmlb.com que ça se passe là, pour l'actualité du baseball. Oui, exactement. Puis comme à l'habitude, on va placer cet épisode spécial avec Marc et Alain sur toutes nos plateformes, sur notre site web. Donc, dans les prochaines heures, ça va être disponible. Puis merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été toujours un plaisir, messieurs. Merci à ceux qui sont venus aussi nous poser des questions en live. C'est ce qui met fin à l'épisode. Donc, merci d'avoir été là. On vous souhaite une excellente semaine de baseball et nous, on se dit à la semaine prochaine.